Maman m'a appelé l'ombre toute ma vie, jusqu'à ce que j'entre au mariage de ma sœur en tenant la main du PDG milliardaire qu'elle avait essayé d'épouser, et que chaque invité se soit tourné pour nous regarder, choqué. L'ombre devenue personnage principal. La laque a un goût de pièce de monnaie si on la respire trop profondément. C'est la première chose que j'ai réalisée le matin du mariage de ma sœur. La suite nuptiale du Saint-Régis était un nuage d'aérosols, de sueur paniquée et de l'odeur suffocante des lys blancs. Ma mère, Méline, avait insisté pour les lys. Il projette la pureté, Claire, avait-elle dit, passant agressivement un rouleau anti-peluche sur ses propres épaules gris anthracite. Non pas que tu puisses comprendre les nuances de la mise en scène d'un événement. Je me tenais dans un coin, tenant une tasse de café noir tiède, en regardant le cirque. Chloé, la mariée, était en pleine crise de nerfs parce que la manucure avait utilisé une couleur coquille d'œuf au lieu de perles sur son annulaire. La voix de Chloé avait atteint cette fréquence aiguë spécifique qui me faisait involontairement serrer la mâchoire. C'est ruiné, halta Chloé, fixant sa main parfaitement manucurée comme si elle avait été sectionnée. Greg va le remarquer. Tout le monde va le remarquer. Méline fut là en un éclair, ses mains manucurées agrippant les épaules de Chloé. Personne ne remarquera, ma chérie. Tu es lumineuse. Tu es le soleil. Les yeux de Méline se tournèrent vers moi, debout près du thermostat, la chaleur s'étant drainée de son visage. Claire, ne reste pas là à respirer bruyamment. Va chercher le défroisseur. Les robes des demoiselles d'honneur ont l'air d'avoir été traînées derrière un bus. Je n'ai pas discuté. J'ai posé le café sur un sous-verre. Je suis sorti de la suite, la lourde porte en chêne se refermant derrière moi dans un déclic, coupant le bruit. Le couloir était d'un silence de mort. La moquette était épaisse, absorbant le son de mes chaussures à talons bas et raisonnable. Je me suis appuyé contre le papier peint à motif, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper une longue et tremblante respiration. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais d'adrénaline. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à cet hôtel, à ce moment précis de sabotage imminent, il faut comprendre le gala de E-Industrie il y a 6 mois. Ce soir-là, il pleuvait, un grésil froid et misérable de novembre. J'étais là, comme toujours, en tant que porte-sac désigné de Chloé. Méline avait orchestré toute la soirée parce qu'Ethan allait être présent. Ethan est, 34 ans, PDG nouvellement nommé de l'empire logistique de sa famille et farouchement célibataire. Méline avait pratiquement poussé Chloé dehors. C'est lui, Chloé. Ne te contente pas des gars des cadres intermédiaires. Vise la couronne. Mon travail consistait à tenir le trench coat en laine lourd et humide de Chloé, sa trousse de maquillage d'urgence et son téléphone pendant qu'elle parcourait la pièce dans une robe en soie d'eau nue qui défiait la gravité et la température. Je me souviens que le gala sentait les viandes rôties, le bourbon cher et le cachemire mouillé. J'étais relégué dans un coin sombre près des portes de la terrasse, appuyé contre un pilier de marbre. La laine du manteau de Chloé me grattait les bras nus. Ma propre robe était une simple robe bleu marine vieille de 4 ans que Méline avait jugée suffisamment invisible pour moi. À travers la foule, j'ai regardé Chloé l'acculé. Ethan. Il ne ressemblait pas au milliardaire des films. Il n'était pas ténébreux ou impeccablement soigné. Il avait l'air fatigué. Il avait une légère ombre de barbe sur la mâchoire, un nez tordu qui semblait avoir été cassé au lycée et jamais tout à fait bien remis. Et il regardait sa montre. Chloé lui touchait le bras, riant la tête en arrière, exposant son long cou. La manœuvre classique approuvée par Méline. J'ai vu Ethan reculer doucement, fermement. Il n'a pas souri. Il a hoché la tête une fois, lui a murmuré quelque chose et s'est détourné, marchant droit vers les portes de la terrasse. Vers moi. Je me suis pressé en arrière contre le pilier, espérant me fondre dans le marbre, mais il a poussé la lourde porte en verre, et une rafale de vent glacial m'a frappé. J'ai frissonné, le lourd manteau de laine glissant de mon bras. Il est tombé au sol avec un bruit sourd. J'ai juré à voix basse en me penchant pour le ramasser. Une autre main est arrivée la première. De grands doigts chauds ont effleuré mes phalanges. J'ai levé les yeux. Ethan tenait le manteau de ma sœur. De près, ses yeux n'étaient pas d'une couleur perçante et romantique. Ils étaient juste marrons. Un marron boueux, épuisé. « Vous saignez » a-t-il dit. Sa voix était graveleuse, calme. J'ai cligné des yeux, regardant ma cheville.
Le talon rigide et bon marché de ma chaussure avait creusé une ampoule à vif dans ma peau. Un mince filet de sang imbibait mes collants. Je ne l'avais même pas senti par-dessus la douleur sourde d'être simplement là. Ce n'est rien, ai-je dit, tendant la main vers le manteau. Merci. Il ne l'a pas rendu. Il a regardé du manteau à moi, puis à travers les portes vitrées où Chloé parcourait maintenant frénétiquement la pièce à sa recherche. Une expression amère sur le visage. Vous êtes la sœur, a dit Ethan. Ce n'était pas une question. Celle à qui elle laisse ses déchets. La chaleur m'est montée aux joues. J'ai voulu lui répondre sèchement, défendre ma position pathétique, mais la vérité pure et simple de ces mots m'est restée coincée dans la gorge. J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour. Je préfère le terme coordinatrice logistique. La bouche d'Ethan a tressailli. Ce n'était pas un vrai sourire, mais c'était une fissure dans le béton. Il a jeté le manteau en laine humide sur une chaise voisine, ignorant complètement son prix à 5 chiffres en euros. Logistique, c'est ça? Comment est le salaire? Terrible, ai-je dit. Et la direction est abusive. Il a sorti un mouchoir en lin propre de sa poche et me l'a tendu, désignant ma cheville. Réparez votre logistique de pied, puis sortez sur la terrasse. J'ai besoin d'une cigarette et si je reste là-bas seul, votre sœur va me trouver et essayer de me reparler de synergie. Il a franchi les portes, sortant dans le grésil. Je suis resté là longtemps, à regarder le lin blanc dans ma main. Il sentait légèrement le cèdre et le linge propre. J'ai tamponné l'ampoule, j'ai plié le mouchoir dans ma poche, et pour la première fois en 26 ans, j'ai laissé le manteau de ma sœur abandonné sur une chaise. Je suis sorti dans le froid. Nous sommes restés sur la terrasse pendant 1 heure. Nous n'avons pas parlé de son argent ou des ambitions désespérées de ma famille. Nous avons parlé du fait que les cocktails de crevettes à l'intérieur avaient un goût de caoutchouc. Nous avons parlé de combien il est épuisant de gérer constamment les perceptions des autres. J'ai découvert qu'il aimait l'architecture brutaliste et détestait les conversations futiles. Il a découvert que j'avais un diplôme en comptabilité que je n'utilisais pas parce que ma mère avait besoin d'une assistante à plein temps pour la vie sociale de Chloé. Quand il a finalement éteint sa cigarette, il m'a regardé. Vraiment regardé. Pas à côté de moi, pas à travers moi. Pour atteindre ma sœur. J'ai un dîner du conseil d'administration jeudi prochain, a dit Ethan, les mains enfoncées dans ses poches. J'ai besoin d'une accompagnatrice qui ne me demandera pas quelle est ma couleur préférée. Et qui sait se taire quand les vieux commencent à se disputer. Mon estomac a fait une étrange et lente culbute. Je ne suis pas ma sœur, monsieur est. Je ne fais pas dans l'apparence. Je sais, a-t-il dit. C'est exactement pour ça que je vous le demande. Je ne veux pas d'apparence, Claire. Je veux une partenaire dans les tranchées. Il n'a pas demandé mon numéro. Il m'a juste tendu une carte avec son portable personnel écrit au dos. Jeudi, 19h. Quand je suis retourné à l'intérieur, Chloé était furieuse. Elle avait une boisson renversée sur le devant de sa robe et pas de manteau pour le cacher. Méline a passé tout le trajet en taxi à me réprimander pour avoir disparu, me disant à quel point j'étais égoïste, comment Chloé avait manqué sa chance avec la fortune et parce qu'elle avait trop froid pour rester à la fête. Je suis juste resté assise dans le coin sombre du taxi, la main dans ma poche, traçant les lettres en relief sur la carte de visite d'Ethan. Je n'ai pas dit un mot. Ethan et moi ne sommes pas tombés amoureux comme dans les films. Il n'y a pas eu de grande déclaration sous la pluie. C'était un alignement lent et silencieux de 2 personnes qui étaient incroyablement fatiguées. Au cours des mois suivants, pendant que Chloé était en panique parce qu'Ethan l'ignorait, Ethan et moi dînions 2 fois par semaine dans des restaurants de nouilles bruyants et obscurs où personne ne se souciait de qui il était. Nous buvions de la bière bon marché. Il m'écoutait me plaindre de Méline. Je l'aidais à lire des rapports financiers denses, trouvant des erreurs que ses propres analystes avaient manquées. Il aimait ma vivacité d'esprit. J'aimais son calme. Il me donnait l'impression d'être solide, réel. Finalement, Chloé a abandonné le rêve et s'est tournée brusquement vers Greg. Greg était un associé junior dans un cabinet d'avocats de second rang. Il avait un rire sonore et rauque, portait trop d'eau de Cologne et était d'accord avec tout ce que Méline disait. Il était sûr. Il était malléable. Et en 3 mois, ils étaient fiancés. C'est là que la vraie torture a commencé. Si être l'ombre de Chloé était un travail à temps partiel auparavant,
le mariage en a fait une condamnation à perpétuité. Méline m'a chargé des invitations. J'ai passé 4 nuits assise sur le sol de mon minuscule appartement à lécher 300 enveloppes. À la fin, ma langue était comme du papier de verre, et le goût chimique de l'adhésif bon marché est resté dans ma bouche pendant des jours. Ethan s'est assis sur mon canapé délabré la 3e nuit, me regardant avec la mâchoire serrée. Il s'est penché, a pris une pile d'enveloppes de ma main et a commencé à les sceller avec une éponge humide. « Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit, en me frottant les yeux brûlants. « Toi non plus, a-t-il répondu, la voix basse. « Si je ne le fais pas, elle criera sur Chloé. Chloé pleurera, et je finirai par le faire de toute façon, mais avec une migraine. » Ethan s'est arrêté. Il m'a regardé, la lumière crue de ma lampe sur pied projetant des ombres profondes sur son visage. « Claire, combien de temps vas-tu les laisser te faire saigner avant de réaliser que tu as le droit de partir ?» Je n'avais pas de réponse pour lui. J'ai juste dégluti difficilement, l'adhésif ayant un goût amer sur ma langue. Le point de rupture n'est pas venu avec une énorme dispute. Il est venu tranquillement, insidieusement, lors du dîner de répétition. Il se tenait dans un restaurant de grillades guindées et vieil argent que les parents de Greg avaient payé. L'air était épais de l'odeur de viande saisie, de beurre à l'ail et de vin rouge cher, mais pas à ma table. J'avais été placé à l'arrière, près des portes de la cuisine, avec les cousins bizarres de Greg et les amis d'université les plus bruyants. Ils nous ont servi le vin de table bon marché. Il avait un goût métallique, comme des pièces de cuivre et du vinaigre. À mi-chemin du dîner, Méline m'a entraîné dans le couloir étroit à l'extérieur des toilettes. Sa poigne sur mon avant-bras était comme un étau, ses ongles en acrylique creusant un croissant de lune acéré dans ma peau. « Ta posture est atroce ce soir », a sifflé Méline, ajustant l'encolure de ma robe. C'était une chose hideuse, rose poudrée, qu'elle avait choisie pour les demoiselles d'honneur parce qu'elle ternissait agressivement mon teint pâle. « Tiens-toi droite et pour l'amour de Dieu, mets de la poudre. Tu as l'air grasse. »« Je vais bien, maman, ai-je marmonné, en essayant de retirer mon bras. Elle a serré plus fort. L'odeur de son parfum de rose lourd et du gin qu'elle avait bu me soulevait le cœur. « Écoute-moi, Claire. Demain, c'est le jour de Chloé. C'est le jour le plus important de sa vie. Tu vas te tenir derrière elle. Tu vas tenir son bouquet, et tu vas te fondre dans le décor. Tu comprends ? » Je fixai une tache sur le tapis, me concentrant sur le motif floral laid. « Je comprends. » Bien. Méline s'est penchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui ressemblait à une lame de rasoir contre mon oreille. « Parce que soyons honnêtes, tu n'es que son ombre. Tu as toujours été son ombre. Sans sa lumière, personne ne saurait même que tu existes. Essaie de ne pas gâcher les photos. » Elle a relâché mon bras, m'a donné une tape condescendante sur l'épaule et est retournée dans la salle à manger, ses talons claquant sèchement contre le parquet. Je suis resté seul dans le couloir. Le bourdonnement de la climatisation s'est mis en marche, faisant vibrer la grille de ventilation au-dessus de moi. J'ai regardé mon bras. Il y avait 4 empreintes rouges en forme de croissant dans ma peau. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu depuis des années. Au lieu de cela, un calme profond et glacial s'est installé en moi. C'était comme de l'eau glacée inondant mes veines. Il a emporté l'épuisement, la culpabilité, l'espoir pathétique et persistant que ma mère pourrait un jour me regarder et voir une personne. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. J'ai ouvert mes messages. Moi, tu avais raison. J'en ai assez. Les 3 petits points de frappe sont apparus presque instantanément. Ethan, bien. Je passe l'appel. La voiture attendra demain. Ce qui me ramena au présent, au couloir mort et silencieux du Saint-Régis, les mains tremblantes d'adrénaline, serrant une tasse de café tiède. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 11 heures. La cérémonie commençait à midi. Je suis retourné dans la suite nuptiale. Le défroisseur était dans le coin. Je l'ai ignoré. J'ai passé directement devant Méline, qui était maintenant en train de gonfler agressivement le voile de Chloé, et je suis allé dans la petite salle de bain attenante. J'ai verrouillé la porte. Accrochée au dos de la porte se trouvait la robe de demoiselle d'honneur rose poudrée. Elle ressemblait à une enveloppe de saucisses jetées. J'ai déboutonné mon jean. J'ai retiré mon t-shirt par la tête. Je n'ai pas pris la robe rose poudrée. Au lieu de cela,
J'ai ouvert la lourde housse à vêtements que j'avais introduite en contrebande au fond de ma valise. Ethan me l'avait acheté il y a 3 semaines après qu'un appel téléphonique particulièrement mauvais avec Méline m'ait laissé en hyperventilation sur le sol de sa cuisine. Il m'avait emmené dans une boutique d'une partie de la ville où ma mère ne pouvait même pas se permettre de respirer. Elle était vert émeraude, un émeraude profond, riche, sans concession. La soie était comme de l'eau fraîche contre ma peau lorsque je l'ai enfilée. Elle avait des manches longues, une encolure ôtée et un dos qui plongeait jusqu'à ma taille. Elle me seyait comme une seconde peau. Ce n'était pas une robe destinée à se fondre dans le décor. C'était une robe destinée à prendre de la place. Je l'ai zippée. Je me suis regardé dans le miroir. Ma peau n'avait pas l'air terne. Elle ressemblait à de la porcelaine contre le ton bijou. Je n'avais pas l'air grasse. J'avais l'air net. J'ai défait le chignon désordonné que j'avais arboré toute la matinée, laissant mes cheveux tomber en vagues épaisses et sombres dans mon dos. J'ai appliqué un rouge à lèvres rouge foncé, une teinte dont Méline m'avait dit un jour qu'elle me donnait l'air d'une prostituée. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Ethan, en bas, la limousine est devant. Prends ton temps. J'ai pris une profonde inspiration. Le goût métallique de la laque avait disparu. Maintenant, tout ce que je goûtais, c'était l'anticipation. Il était temps de cesser d'être l'ombre. Il était temps d'éclipser le soleil. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain et j'ai attrapé la poignée en laiton. Je l'ai tournée, le métal frais et lourd dans ma paume, et j'ai poussé la porte pour faire face à ma mère. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Le silence immédiat dans la suite nuptiale fut absolu. Le sifflement frénétique du défroisseur s'est arrêté. La maquilleuse, une femme aux joues fortement sculptées, s'est figée avec un pinceau à fard à joues suspendu en l'air. La climatisation s'est mise en marche. Un faible bourdonnement mécanique qui a soudain semblé assourdissant. Méline s'est retournée. Elle avait la bouche pleine d'épingles à cheveux et une grimace se formait déjà, prête à aboyer un autre ordre. Les épingles à cheveux sont tombées une par une sur le faux marbre du sol. Elle a regardé la soie émeraude. Elle a regardé mon rouge à lèvres foncé. Elle a regardé mes épaules, qui étaient tirées en arrière, rigides et tremblant presque imperceptiblement. J'ai regardé son cerveau essayer de traiter l'information visuelle. C'était comme regarder un ordinateur buggé. Claire, a dit Méline. Sa voix n'était pas son aboiement autoritaire habituel. Elle était haletante, désorientée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je change le code vestimentaire, ai-je dit. Ma voix s'est cassée sur le dernier mot. Je me suis détesté pour ça. Je voulais avoir l'air d'une méchante de film, douce et intouchable. Au lieu de cela, je ressemblais à une femme de 26 ans dont le cœur battait si violemment contre ses côtes que ses dents lui faisaient mal. Chloé s'est retournée sur sa chaise, le lourd satin de sa robe bruissant agressivement. Maman, elle ne peut pas porter ça. Elle va complètement jurer avec le thème rose. Elle ruine les photos. Le visage de Chloé s'est décomposé. L'ongle perlé parfaitement appliqué s'enfonçant dans sa paume. Fais-la enlever. Méline s'est avancée. L'instinct maternel en elle était totalement absent. Ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était la panique pure et sans mélange d'une régisseuse perdant le contrôle de son actrice principale. Elle a tendu la main, les doigts crochus, visant le tissu de mon bras. Enlève ça tout de suite, a sifflé Méline en entrant dans mon espace personnel. Elle sentait le jean, l'eau de rose lourde et les outils de coiffure chauds. Je ne sais pas quel genre de crise pathétique tu fais, mais tu vas retourner là-dedans. Tu vas mettre la robe que j'ai payée, et tu vas rentrer dans le rang. J'ai reculé. Ses ongles ont effleuré la soie, glissant sans danger sur le tissu lisse. Non, ai-je dit. C'était un tout petit mot, une syllabe. Mais au moment où il a quitté ma bouche, la laine lourde et suffocante que j'avais portée toute ma vie a commencé à se défaire. Pardon? Les yeux de Méline se sont écarquillés. J'ai dit, non. Je ne porte pas la robe rose. Je ne tiens pas le bouquet. Je ne vais pas me tenir derrière elle. J'ai agrippé la poignée en laiton de ma valise, mes jointures devenant blanches. Passe un beau mariage, Chloé. Je n'ai pas attendu l'explosion. Je leur ai tourné le dos et je suis parti, refermant la lourde porte en chêne derrière moi. Le déclic lourd du loquet a résonné comme un coup de feu. J'ai descendu le couloir silencieux et moquetté du Saint-Régis.
Mes jambes semblaient être en plomb. L'adrénaline quittait mon système, remplacée par une nausée froide et creuse. J'étais terrifié. J'étais une comptable sans filet de sécurité. Quittant ma famille, portant une robe qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, regardant les portes métalliques s'ouvrir et j'ai appuyé mon front contre le verre frais et miroitant à l'intérieur pendant qu'il descendait. Le hall sentait le cuir poli, la cire à parquet cher et la légère odeur fraîche de l'air hivernal qui entrait par les portes tournantes. Ethan se tenait près du bureau du concierge. Il portait un costume anthracite foncé, impeccablement taillé, mais il avait oublié la cravate. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Il regardait son téléphone, un léger froncement de sourcils plissant son front, ignorant complètement les regards admiratifs de 2 femmes qui attendaient leur bagage. Il a levé les yeux au son de la sonnette de l'ascenseur. Ses yeux se sont posés sur les miens. Il n'a pas souri. Il n'a pas poussé un soupir dramatique. Il a juste mis son téléphone dans sa poche, s'est approché de moi et a laissé ses yeux parcourir lentement de l'ourlet de la robe émeraude jusqu'à mon visage. « Tu as l'air terrifié », a-t-il dit, sa voix graveleuse baissant d'un ton. J'ai l'impression que je vais vomir, ai-je admis, ma voix tremblante. Ethan a tendu la main. Sa grande main chaude s'est enroulée autour de mon poignet froid. Il ne m'a pas tiré. Il m'a juste ancré. Le tourbillon frénétique dans ma tête a ralenti. La nausée a reculé, remplacée par la légère odeur de cèdre et de linge propre qui s'accrochait à lui. La voiture est dehors, a-t-il dit. Tu veux aller à l'église? J'ai pensé au banc de bois sombre et lourd. J'ai pensé au sourire furieux et aux lèvres pincées de Méline au premier rang. J'ai pensé à rester assise là à regarder Chloé épouser un homme qu'elle n'aimait pas juste pour satisfaire une femme qui s'en fichait. Non, ai-je dit. Vraiment, vraiment pas. La bouche d'Ethan s'est tordue en ce sourire fractionné qui brisait le béton. Bien, parce que je déteste les mariages. Allons manger un hamburger. Nous ne sommes pas allés dans un restaurant de grillades haut de gamme. Ethan a demandé à son chauffeur de garer la limousine sur le parking d'un restaurant éclairé au néon et légèrement délabré à la périphérie de la ville. Je me suis assise dans une banquette en vinyle rouge, vêtue d'une robe en soie émeraude de qualité haute couture, en mangeant des frites tièdes trempées dans une flaque de ketchup générique. Ethan s'est assis en face de moi dans son costume sur mesure, buvant du café filtre noir dans une tasse en porcelaine ébréchée. Il m'a regardé manger avec une intensité calme et constante. Nous n'avons pas parlé du mariage qui se déroulait de l'autre côté de la ville. Nous avons parlé d'une fusion d'entreprises à laquelle il était confronté et j'ai souligné une faille fiscale qu'il pourrait exploiter. Ce fut l'heure la plus romantique de ma vie. Au moment où nous avons terminé, il était 14 heures. La cérémonie était terminée. La réception devait battre son plein. « Es-tu prête ?» a demandé Ethan, jetant un billet de 20 € sur la table en stratificolant. J'ai avalé la dernière bouchée d'une frite froide. La nausée avait disparu. À sa place, il y avait une clarté cristalline et aiguë. Oui. La réception avait lieu dans les jardins botaniques de la ville, à l'intérieur de l'immense conservatoire en verre de style victorien. Lorsque la limousine s'est arrêtée, les yeux du voiturier ont failli sortir de leur orbite à la vue d'Ethan et sortant du véhicule. L'air à l'intérieur du conservatoire était épais et humide, lourd de l'odeur de terre humide, d'orchidées écrasées et de l'arôme riche et savoureux du filet de bœuf rôti. Un groupe de jazz jouait une interprétation douce et oubliable d'une chanson de Cole Porter. La salle était une mer de robes pastel, de costumes sombres et de rires forcés. Nous sommes restés un moment à l'entrée. Ethan m'a offert son bras. Je n'ai pas passé ma main sous le sien. Au lieu de cela, j'ai baissé la main et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Il a baissé les yeux sur nos mains, puis les a relevés vers moi, ses yeux marron férocement chauds. Il a serré mes doigts assez fort pour faire un peu mal, m'ancrant à la terre. Nous sommes entrés. Ça ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était un effet d'entraînement. Une femme près de l'entrée s'est retournée, son verre de champagne s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Elle a chuchoté à son mari. Il s'est retourné. Ils ont d'abord reconnu Ethan, l'héritier est insaisissable et impitoyable. La baleine blanche des rêves d'ascension sociale de ma mère. Puis leurs yeux se sont tournés vers moi. Les murmures se sont répandus comme une boisson renversée sur un parquet. Le tintement des verres en cristal a ralenti. Le faible bourdonnement de la conversation polie s'est fracturé.
J'ai gardé le menton haut. La soie émeraude coulait autour de mes jambes comme du verre liquide. Je n'ai pas cherché de visages amicaux car il n'y en avait aucun. J'ai juste regardé droit devant moi. Chloé était sur la piste de danse blanche monogrammée, se balançant maladroitement avec Greg. Elle nous a vus. Elle a complètement arrêté de danser, marchant sur le pied de Greg. Sa mâchoire est tombée. Ses yeux ont volé de moi à la robe et finalement à l'homme qui me tenait la main. L'homme qui l'avait rejeté 6 mois plus tôt. La couleur a quitté son visage, la laissant avec un air maladif et pâle contre sa robe blanche massive. Et puis j'ai vu Méline. Elle se tenait près d'une sculpture de glace élaborée en train de fondre représentant 2 cygnes tenant un verre à martini. Quand elle nous a vus, le verre a basculé. Une éclaboussure de liqueur claire a heurté le sol en marbre. Elle n'a pas couru vers nous. Méline se souciait trop des apparences pour une dispute publique. Au lieu de cela, elle a posé le verre avec une précision surnaturelle et a commencé à se faufiler à travers la foule. Son sourire était plaqué, un terrifiant rictus destiné aux invités, mais ses yeux étaient noirs de fureur. Elle nous a interceptés près du bord de la piste de danse, nous coupant le chemin. Ethan a pratiquement ronronné Méline, bien que les muscles de son cou soient tendus de tension. Quelle surprise inattendue! Nous n'avons pas reçu votre réponse à l'invitation. Méline, a dit Ethan. Sa voix était plate, dénuée de toute chaleur. Il n'a pas lâché ma main. Claire m'a invité. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de célébrer. Les yeux de Méline se sont tournés vers moi. De près, je pouvais voir les minuscules perles de sueur ruinant son fond de teint. L'odeur de gin était écrasante. Claire, a-t-elle murmuré, sa voix tombant à un registre que seuls nous 3 pouvions entendre. Le faux sourire est resté collé à ses lèvres. Espèce de petite manipulatrice. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu fais une scène. Sors d'ici tout de suite avant de ruiner la vie de ta sœur. Mon cœur a donné un dernier coup violent contre mes côtes. Et puis, miraculeusement, il s'est stabilisé. J'ai regardé ma mère. Je ne voyais plus une figure d'autorité terrifiante. Je voyais une femme désespérément triste et vieillissante qui avait peur de devenir insignifiante. Je voyais une femme qui avait construit toute son existence sur les opinions fragiles de personnes qui ne se souciaient pas d'elle. Je ne ruine rien, maman, ai-je dit, ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, mais elle portait. Je participe juste à une fête. En tant qu'invité? Tu es une demoiselle d'honneur, a-t-elle sifflé, faisant un demi-pas de plus. Ta place est derrière Chloé. Non, ai-je répondu, le mot ayant un goût infiniment plus doux la 2e fois. Non. Ça ne l'a jamais été. Tu avais juste besoin de quelqu'un dans l'ombre pour que Chloé paraisse plus brillante. Méline a ouvert la bouche, son visage devenant d'un violet marbré et laid. Mais Ethan a légèrement bougé, ses larges épaules se plaçant dans son champ de vision, brisant efficacement sa domination physique. Le conservatoire est magnifique, Méline, a dit Ethan, son ton dégoulinant d'une finalité absolument glaciale. Le bœuf de première qualité sent excellent. Nous allons prendre un verre. Profitez bien du reste de la réception. Il n'a pas attendu sa réponse. Il m'a guidé au-delà d'elle, la laissant seule près des cygnes de glace fondant. Nous avons marché vers le bar à l'autre bout de la pièce. J'ai regardé par-dessus mon épaule une seule fois. Chloé était toujours debout sur la piste de danse. Greg lui parlait, lui touchant le bras, mais elle ne le regardait pas. Elle fixait le dos d'Ethan. Elle fixait la soie émeraude de ma robe. Elle avait l'air misérable, piégée dans une cage de tulle blanc et de sourire forcé. Je me suis retourné. Je n'ai pas ressenti une vague de victoire malveillante. Je n'ai pas ressenti l'envie de jubiler. J'ai juste ressenti une pitié profonde et épuisante.